Donc, beaucoup de personnes me posent des questions sur comment se faire connaître, comment avancer sur le web. C'est la raison pour laquelle j'ai invité donc dans ce webinaire et ce workshop Better and Stronger pour vous expliquer comment mieux vous faire connaître, mieux assurer votre place sur le web pour pouvoir avancer dans votre création. Donc, j'invite Lorena et Adèle à venir de Better and Stronger pour parler de ça. Merci. Restez debout. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, super. On va rester debout. Est-ce que si on lance le micro aussi, c'est bon? Est-ce qu'au niveau son, cher Webinote, c'est bon? N'hésitez pas à m'indiquer. Est-ce que vous nous entendez? Hello. On va voir leur réaction. Très bien. Je suis Adèle Soulier, Lorena Sassman. On vient d'une agence qui s'appelle Better and Stronger, vous pouvez le dire à la française, il n'y a pas de souci, qui est une agence dont les clients sont des créateurs d'entreprises, des PME, des grands groupes qu'on accompagne sur le web pour en fait développer leur business à travers des leviers comme la publicité en ligne et la présence sur le web. On en a discuté avec Anta. Effectivement, ça peut paraître une grande nébuleuse, le web. Vous êtes de votre côté créateur de projet? Qui parmi vous est porteur de projet? D'accord. Nous en avons 3. Et qui parmi vous a déjà… Et qui parmi vous a déjà créé son entreprise, a déjà une activité? D'accord, on en a 3. 2-3. Aujourd'hui, on va s'échanger la parole avec Lorena pour essayer de un peu vous permettre d'y voir plus clair pour savoir comment le web peut vous aider, vous, soit porteur de projet, soit déjà entrepreneur dans votre activité. Super. Donc, on va commencer au début. Dans l'âge d'or de la publicité, les années, à mon avis, 50, où les publicités étaient vraiment faciles. C'était le produit et pourquoi il faut l'acheter. Donc, super facile, Signal, meilleur dentifrice. Ce produit, ça va vous sauver la vie, achetez-le. Et ça, c'était un peu le tout de marketing et des publicitaires à l'époque. Aujourd'hui, si on passe à la prochaine, ça va passer assez vite sur les slides. Donc aujourd'hui, tout est passé sur le web aussi. Donc on a des annonces sur le web partout. Ici, vous voyez la première bannière publicitaire qui est jamais diffusée sur le web. Donc oui, tu peux le lire pour les oui, effectivement. Donc c'est en anglais, c'était une bannière qui disait Have you ever clicked your mouse right here? Est-ce que vous avez jamais cliqué ici? Donc, assez facile au niveau de c'est ce qu'il faut faire. C'était vraiment expliqué à l'internaute, cliquez ici. Aujourd'hui, en fait, c'est interdit, on ne peut plus dire cliquez ici. Mais bon, ça, c'était la première bannière. Et l'objectif de cette bannière, c'était que les gens cliquaient et arrivaient sur un site web. Et ça, c'était tout. Bannière assez simple. Maintenant, si on passe à la prochaine slide. Maintenant, on a des annonces partout. Donc ici, nous avons un milliard des bannières de McDonald's, de, je sais pas, de Starbucks, de Monoprix, de n'importe où vous allez sur le web, vous avez des annonces qui vous demandent à faire quelque chose. Soit à cliquer, soit à aller sur un site, soit à appeler, soit à télécharger un truc. Effectivement, chaque personne aujourd'hui est touchée par 4000 messages publicitaires par jour. Donc, c'est énorme. Donc, notre enjeu, c'est vraiment comment vous faire visible entre cette multitude des annonces et des messages publicitaires. En plus, oui. Donc, en plus, maintenant, il y a beaucoup plus des objectifs, des actions à faire sur le web que juste cliquer et regarder un site. Donc, maintenant, vous pouvez remplir un formulaire ou acheter une chose comme des sites sur Amazon. Il faut pas envoyer un email
ou prendre rendez-vous, ou vous regardez une vidéo, appeler quelqu'un, liker quelqu'un. Donc, il y a plein des actions que les gens qui diffusent les pubs veulent que vous fassiez. Donc, vous voyez déjà que, si on passe à la prochaine, c'est beaucoup plus compliqué que dans l'âge d'or où il fallait juste avoir un bon produit et dire achetez-le. Donc, effectivement, comment on peut, dans toutes ces histoires, capter l'attention de l'internaute. Donc, avant, on a chassé les internautes avec nos messages. On a essayé de diffuser nos pubs partout et avec le message, cliquez ici, venez. Par contre, maintenant, les gens ne peuvent plus, ils voient beaucoup trop des annonces. Donc, de les chasser, ça marche toujours un petit peu, mais ce n'est pas la meilleure solution qu'on a disponible aujourd'hui. Donc, en plus de diffuser vos annonces, aussi, il faut attirer les gens avec des contenus, des articles, des solutions qu'ils vont aimer. Donc, il faut penser à vos audiences, c'est qui vos interlocuteurs, ils ont quels besoins et offrir quelque chose qui va leur aider. Oui, c'est pas grave, j'attends. Donc, effectivement, ici, nous voyons beaucoup des articles ou des contenus différents qu'on voit sur le web. Donc, on a Netflix, on a une vidéo sur YouTube, comment tailler sa barre. On a des BD sur le web, on a des quiz de personnalité, on a les actualités comme sur Le Monde, on a Facebook. Donc, ça, c'est des choses que les internautes consultent volontairement, sans faire beaucoup de pubs. Donc, c'est quoi que ces contenus en commun? C'est... okay. Oui, donc il y a 4 catégories qu'on voit, nous, des types de contenus ou des types de sites qui vont capter l'attention d'internautes. Et c'est ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils apportent de la valeur à l'internaute. Donc, soit c'est l'information, comme les actualités, c'est la formation, donc l'internaute va apprendre une chose qu'il ne savait pas avant. C'est du entertainment, donc bien sûr les vidéos YouTube, Netflix, on fait tout, on a perdu je pense, pas mal les... Oui, Victor. C'est pas grave. Donc, l'entertainment, ou c'est l'émotion. On pense aux photos des petits chats, c'est l'émotion. On aime bien. Donc, effectivement, il faut apporter de la valeur aux internautes, à votre audience, afin de capturer leur attention sur le web et les amener vers votre site, on peut dire. OK? Un peu plus techniquement, donc ça c'est le parcours dont on parle dans le web marketing ou dans le marketing en gros. C'est au tout début, il faut attirer la personne. Donc là, vous êtes inconnu. Au tout début, personne ne vous connaît. Il faut attirer les gens, les amener en visiteur sur votre site où vous pouvez leur demander de faire l'action qui est importante pour vous, soit prendre rendez-vous, soit contacter, soit acheter vos services. Donc, on parle de convertir les gens en leads, après les transformer au client, donc un client récurrent qui revient vers vous. Et tout à la fin, je ne sais pas si ça se voit, mais de plus en plus, si les gens reviennent chez vous, ils aiment bien vos solutions, vos services, ils vont se transformer en promoteur, donc avocat. Donc là, on se trouve de tout ce qui est bouche-oreille. Si quelqu'un aime bien vos services, il va dire à un copain, bah, écoute, j'ai essayé cette service, c'était super, il faut que tu le fasses. Donc, c'est ça un peu le parcours d'une personne qu'on voit nous et qu'on essaie de supporter ou parfois influencer un peu avec nos dispositifs, avec nos solutions sur le web.
Donc, les questions que vous avez besoin de vous poser, c'est au tout début, vous commencez avec vous et votre business. Donc, c'est quels vos objectifs? Vous voulez que les gens vous appellent ou prenez rendez-vous ou vous envoyez un email ou partagez vos articles sur Facebook donc, pour vous, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que vous voulez que les gens font sur votre site? Après, qui est votre audience et quels sont leurs enjeux et leurs besoins? Donc, ils ont quelles problématiques, quelles frustrations, quelles questions. Et après, vous pouvez penser à quel contenu pouvez-vous créer pour répondre à ces besoins de vos audiences. Et quel format de contenu sont le plus adaptés pour votre audience? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des webinaires comme ici? Est-ce que c'est un grand article ou un livre blanc ou je ne sais pas, il y a plein des formats, mais il faut penser à votre audience et trouver le format et le contenu qui parle bien et qui aide votre audience. Et comme ça, vous allez arriver à les attirer directement. Donc, si après, on pense au web marketing, tout l'univers, il y a plein de canaux après à utiliser pour faire la diffusion de votre contenu. Donc, on a les réseaux sociaux, on a les annonces Google, on a tout ce qui est analyse, il y a des choses qui s'appellent SEO, il y a des bannières, il y a les emails. Donc, je sais que si vous rentrez dans l'espace pour la première fois, ça peut être un peu trop. Ça peut faire un peu peur. Donc, on essaie, au lieu de penser à tous les canaux disponibles, on essaie plutôt de prendre une vue qui est plus centrique sur l'utilisateur. Oui, à chaque fois. Oui, donc on pense plutôt à une vue centrique à l'utilisateur, à l'internaute, et pense au parcours qu'il va prendre avant de, on prend un exemple simple, faire un achat. Donc, bien sûr, il va commencer sur le web, il va peut-être lire quelques articles sur les blogs, sur le produit qu'il pense à acheter parce que ça l'intéresse. Peut-être il va voir quelques avis qu'ils ont écrits des autres. Après, il va faire une recherche sur Google, il va regarder plusieurs sites web. Après, peut-être il regarde des astuces sur YouTube, fait une autre recherche, va demander aussi dehors de Internet à ses amis, peut-être demander sur Facebook à ses amis si quelqu'un a déjà acheté ce produit. Donc, il va faire tout un parcours avant d'acheter. Donc, pour nous, on prend ce parcours quand on planifie des campagnes web. On pense à l'utilisateur, on imagine son parcours possible et après, on essaie de penser au contenu qu'on peut créer tout au long de ce parcours pour l'aider à trouver les bonnes informations. Donc, tout au début de mon parcours, disons, on fait un exemple simple. Je veux acheter des fleurs pour mon chéri. Donc, au tout début, je me dis, ah oui, c'est Saint-Valentin, j'ai besoin d'acheter des fleurs. Je regarde en ligne qu'est-ce qu'il y a déjà comme fournisseur où je peux acheter. Après, peut-être, je regarde une vidéo, comment le faire moi-même. Après, je me rends compte, je ne peux pas, je n'arrive pas à le faire. Je cherche sur Google et je fais la comparaison entre plusieurs fournisseurs et après, je cherche ceux-là que j'aimais. Par contre, je n'ai pas ma carte bancaire avec moi, donc je pars de l'Internet, je reviens le lendemain et en fait, je suis suivie par une bannière d'un site que j'ai vu le jour d'avant. Je me suis dit, ah oui, j'ai complètement oublié, il faut acheter des fleurs, je clique là-dessus, j'achète. Donc ça, c'est un parcours d'exemple. Donc là, idéalement, un fournisseur des fleurs, il m'a touché à chaque moment quand j'étais sur Facebook, peut-être jusqu'avant le 14 février, le 10, il m'a affiché une manière pour me rappeler qu'il faut acheter des fleurs. Et après, il est là quand je recherche sur Google, il est là un jour après que j'ai cliqué sur son site, etc. Donc, nous, on essaie de trouver des bons contenus à chaque moment
interaction entre l'internaute et l'entreprise. Donc, oui. Donc, effectivement, donc, si vous le faites bien avec des bons contenus, vous avez des gens qui vont vous chasser plutôt que le besoin que vous avez de chasser les internautes. Et si vous le faites très bien, il y aura beaucoup de monde qui vont venir sur votre site. OK? Pardon. Après, il y a une grande question sur c'est quoi un bon site web? Donc là, c'est pas on n'a pas une réponse simple, ça dépend 100% de vos objectifs. Donc ici, on a 3 exemples de sites web qui sont complètement différents. On a la page d'accueil de Google, qui est vraiment juste le bar pour taper. On a une page d'un de nos clients qui vend des salles de bain dans leur salle d'expo. Donc là, l'objectif du site, c'est de prendre rendez-vous dans la salle d'expo. Et l'autre site, c'est BBC, donc vous avez les actualités. Donc, vous voyez déjà comme ça, chaque site est complètement différent. Par contre, chaque site est vraiment personnalisé ou fait sur mesure pour arriver à cet objectif. Donc, Google Recherche, c'est là pour la recherche et c'est tout ce que vous allez trouver sur ce site. C'est ce qu'on voit souvent, c'est des clients qui ne sont pas clairs sur leurs objectifs et ils vont mettre beaucoup trop de choses sur leur site web. Il y a des actualités, il y a 3 millions de boutons, il y a un formulaire, il y a des demandes de rendez-vous, plus un achat en ligne, plus liker notre page Facebook. Et là, parfois, l'internaute se trouve un peu perdu et il va partir sans faire ce que vous voulez. Donc, il faut être clair sur vos objectifs et faire le site web en fonction. Donc, après, je vais passer le micro à Adèle et on va parler un peu plus dès que vous avez vos contenus et vos sites web, comment vous pouvez faire la diffusion, soit payant, soit organique, donc non payant, sur plusieurs plateformes sur le web. Okay. Un petit mot juste avant de passer sur les outils qu'on peut mettre à disposition pour se rendre visible sur le web par rapport au site web. Qui parmi vous a déjà créé le site web de son activité? Dans la salle, on en a un. On en a peut-être. On a un. Les Webinotes, est-ce que certains ont créé déjà un site pour leur activité? Question. Oui. Quelques-uns, bon, pas une majorité. Sachez qu'il existe des solutions qu'on appelle templétisées, modélisées. Donc, vous pouvez faire appel à des gens qui vous proposent des modèles de sites que vous ensuite vous personnalisez selon votre activité. Au-delà de ça, donc ça coûte de l'argent, hein, sachez-le, mais au-delà de ça, vous avez des solutions de visibilité qui ne sont pas un site web, mais qui permettent quand même de relayer l'information de votre activité, qui sont gratuites. Je voudrais vous en citer 2, les principales. Google Business, est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Google Business, en fait, c'est la possibilité de créer une fiche entreprise auprès de Google qui est gratuite et que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Elle apparaîtra donc, quand vous êtes sur le moteur de recherche et que vous tapez exactement le nom de votre activité. Elle pourra apparaître sur la colonne de droite. Donc, dans la colonne de gauche, vous aurez les résultats de recherche de Google habituels. Et si le nom qui a été tapé est votre entreprise exactement, vous aurez une petite carte de présentation de l'entreprise avec notamment un numéro de téléphone, une adresse où vous joindre et éventuellement des avis clients. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous créez cette page Google Entreprise, à dire à vos clients satisfaits, laissez-nous un commentaire si vous êtes content. Parce qu'il y aura toujours des pas contents qui viendront écrire. Autant demander aussi aux personnes satisfaites de faire la même chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la page Facebook. Facebook est un réseau social mondial qui dispose d'une audience naturelle très forte. C'est dommage de se priver de cette visibilité-là possible. L'idée, c'est de se créer une page au nom de son entreprise, non pas une page personnelle d'individu, mais une page au nom de l'entreprise dans laquelle également vous pouvez présenter votre entreprise, ajouter des photos, ajouter des vidéos. Donc, Lorena vous parlait de contenu à mettre en avant pour répondre aux enjeux de vos prospects. Ça, c'est aussi un bon moyen de le diffuser. Et vous avez également des moyens de laisser vos coordonnées pour que vous puissiez être rappelé.
Donc, au-delà du site, il y a encore d'autres solutions pour pouvoir se faire connaître sur le web. Vraiment, demain, quand vous créez votre entreprise, je vous conseille de commencer également par la création d'une page Google Business et la création d'une page Facebook pour l'entreprise. Voilà, on referme la parenthèse. Imaginons que maintenant, vous disposez de votre site web, vous disposez de votre page Facebook et vous disposez de votre compte Google Business. Comment on fait maintenant dans les milliards de pages qui sont présentes sur le web pour réussir à se faire connaître et à aller toucher l'audience qu'on cherche? Les contenus, effectivement, donc Lorena l'a expliqué, il faut penser d'abord non pas en termes de mon produit, moi je, mais plutôt mon audience. Une question d'un Webinote, est-ce que je peux la poser? Ça me semble intéressant. Quand tu évoquais tout ce qui était effectivement visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, couverture mondiale, on a effectivement une réaction d'un de nos webinotes qui nous dit comment faire pour que ceux qui aiment l'écrivent plus? Parce qu'effectivement, en tout cas, de ce que je comprends de la question, souvent, il y a des réactions lorsqu'on n'aime pas ou lorsqu'on doit râler. Mais effectivement, comment faire pour que les gens qui aiment ce que l'on fait ou ce que l'on affiche sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux écrivent qu'ils aiment? C'est un très bon point. Et là-dessus, je n'ai pas la réponse exacte. Je pense Lorena non plus. Pensez en termes d'expérience client. Au moment où lui a reçu une bonne expérience de votre part, de la part de l'entreprise, c'est le moment de lui dire écoutez, ça nous aiderait beaucoup, plutôt que de me dire là actuellement que vous êtes satisfait de la prestation, d'aller également l'écrire sur notre page Facebook ou bien sur la page Google Business. Donc, pensez au moment, on va dire le micro-moment où la satisfaction client se fait sentir et où c'est le moment de lui demander s'il peut fournir l'effort supplémentaire de l'écrire. Effectivement, c'est ça. Il faut demander aux gens. Donc, beaucoup les gens vont rien faire sans que vous demandez. Ça me permet d'intervenir parce que je suis un petit peu webmaster de formation. Ok, super. Donc, alors, je vais faire l'écho de tout ce que tu dis au fur et à mesure pour que… Donc, une intervention dans la salle d'un webmaster de formation qui est entrepreneur HUP. D'accord. en tant que webmaster, maintenant, le développement, on peut évoluer. Oui. Donc, il n'est plus nécessaire d'acheter des gros logiciels qui chaque fois du temps. On va être libre pour faire un site en confinement. Pause. Donc, remarque de notre participant webmaster. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui ont été développés pour développer des sites et qui ne coûtent plus la peau du dos, donc il ne faut pas s'en priver. Je vous en prie, continue. Il y a des plateformes du web qui sont gratuites comme Google Business, donc ça ne sert plus à rien d'acheter des outils de visibilité web, alors qu'il y en a des gratuits qui existent finalement. WordPress, par exemple, nous dit un webinote. Oui, tout à fait. Donc, pour la création des sites, vous avez plein des options pour faire un site assez designé et chouette, gratuitement. Donc, WordPress, Wix, il y a plein des options. Et entre autres, ce qu'on fait beaucoup sur une page web d'accueil, on met justement une partie de notre panel client. Justement, pour s'amener de la publicité, parce que dans le web maintenant, c'est effectivement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. C'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Donc, solliciter ses clients pour booster le trafic sur son site et améliorer son référencement, c'est ce qui peut fonctionner éventuellement le mieux. On a une réaction également de webinote, des avis partagés là-dessus. Payer du conseil, c'est toujours mieux aussi. Le web, c'est l'affaire de pro. Better and Stronger, vous en pensez quoi de cette réaction? Donc, pour nous, je suis assez d'accord que le bouche-oreille marche très bien. Par contre, quand vous êtes une toute nouvelle entreprise, vous avez une audience limitée. Donc, effectivement, pour nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est on travaille en dehors des audiences que vous connaissez déjà.
et on va aider avec des solutions payantes pour vous chercher des nouveaux clients qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et on peut quand même, l'organique, c'est super et ça marche au niveau de transformation, ça marche super. Par contre, le volume est toujours un peu limité. Donc, si vous voulez aller loin et grand volume de visibilité, là, c'est les solutions payantes qui peuvent vraiment aider. Donc, c'est toujours en fonction d'une question de volume et qualité, quoi. Une dernière question avant qu'on poursuive la présentation. Une réaction d'une de nos webinotes. Comment se structurer entre site web, page Facebook, LinkedIn, etc. Tout ceci est très chronophage. Et quand on est entrepreneur, on ne gère pas que du web, quoi. Voilà. Donc, à mon avis, votre site web, c'est vraiment le centre de vos activités. Il faut aussi voir que sur Facebook, vous avez une page et vous avez des gens qui vous suivent. Par contre, il y a un algorithme Facebook derrière qui va décider, dès que vous postez quelque chose sur votre page, combien de vos followers vont vraiment voir votre contenu. Donc, vous êtes toujours un peu à la… comment tu dis? Donc, limité par l'algorithme Facebook. Donc, moi, je conseille vraiment de créer le centre et mettre le travail sur votre site web où vous créez des contenus et après, vous pouvez les mettre et diffuser sur Facebook. Là-dessus, juste un petit commentaire. Effectivement, ça peut être très chronophage d'alimenter une page quand on ouvre une page sur un réseau social. Du coup, et que des gens commencent à s'abonner, on leur doit en retour un minimum de fraîcheur de contenu. Si vous ne vous sentez pas la capacité d'être aussi prolixe sur les réseaux sociaux, déjà, l'idée, ce serait de limiter votre présence à peut-être un réseau social. Si vous êtes vraiment orienté sur un business professionnel, peut-être de privilégier LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Ou sinon, le conseil qu'on vous donne, c'est privilégier dans la majorité des cas Facebook, puisque c'est le plus puissant et le plus visible. Et après, si vous disposez de différents réseaux sociaux, il existe aussi des outils en ligne qui peuvent vous permettre de poster un même contenu en même temps sur les 3 réseaux sociaux principaux, LinkedIn, Twitter et Facebook. Donc, vous avez aussi des outils en ligne qui peuvent vous faire gagner du temps. Après, dans tous les cas, effectivement, il y aura éventuellement des questions, il y aura éventuellement des commentaires et il faudra y répondre. Donc, si vous ne vous sentez pas la capacité, le temps de le faire, mieux vaut vous limiter et ne le faire que quand disons, vous avez passé la vitesse supérieure et que vous avez le temps ou vous disposez de quelqu'un qui a le temps de le faire pour vous. Oui. Pensez à vos audiences et c'est qui votre audience et est-ce qu'ils vont se vraiment trouver sur un réseau social que vous pensez à ouvrir. Donc, par exemple, si votre audience, c'est les 55+, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir et alimenter un compte Snapchat, par exemple, parce que c'est tous les jeunes. Voilà. Donc, il faut penser à qui vous vous adressez et penser où vous pouvez les trouver. Un commentaire de Webinote sur effectivement, oui, mais tout ça c'est bien. Il faut savoir structurer son message, que dire et quand, comment le fabriquer. Donc un aspect plutôt marketing. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus, Better and Stronger? Effectivement, nous on appelle ça de la stratégie éditoriale, on aime bien utiliser des bons concepts derrière, mais c'est vrai qu'on se pose la question à quelle fréquence je vais prendre la parole et pour dire quoi. Là encore, on en revient au sujet principal qui est voilà, mon audience, en tout cas mon prospect idéal, mon client idéal, qu'est-ce qu'il veut et il faut vraiment essayer de se mettre dans ses baskets et de se dire, est-ce que moi, si on s'adressait à moi sur un problème majeur que j'ai ou sur un enjeu que je rencontre, est-ce que je serais prêt à consulter du contenu, donc du contenu étant un article, une vidéo, un conseil, un commentaire, une fois par semaine, une fois par mois, plusieurs fois par semaine. Et vraiment, là, l'idée, c'est on n'a pas la réponse à cette question et il faudra voir dans votre domaine et auprès de votre cible qu'est-ce qui correspond le mieux. L'avantage, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez un feedback direct. Vous allez voir si les gens vous font des commentaires négatifs ou positifs. Vous allez voir si vous recevez des likes sur vos posts. Ça va être autant d'éléments qui vont vous permettre de voir si vous postez trop souvent, vous postez pas assez souvent, le contenu que vous proposez n'est pas forcément très intéressant ou au contraire, justement, il génère beaucoup de réactions. Donc,
Là, c'est on teste et on apprend. Oui, tester, c'est ça ce que je dirais aussi. Heureusement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez tester, vous pouvez essayer plusieurs images, plusieurs accroches différentes, des tonalités. Notamment au tout début où vous n'avez pas peut-être une super grande audience, mais ça vous permet aussi d'être un peu plus flexible dans ce que vous voulez tester. Et vous allez voir si ça vous amène des objectifs, donc des clics ou des likes ou pas. Et, pardon, vous amusez par la même occasion, c'est ça? Et amusez-vous par la même occasion, réaction de la salle. Le jeu porte ses fruits. Une dernière question, et malheureusement le temps nous rattrape. Il faudra qu'on termine cette intervention et cette séquence à 10 h. Dernière réaction des webinautes. Quels sont ces outils permettant de poster et s'aimer à la fois sur Facebook et LinkedIn? Alors, j'ai été mauvaise élève. Je n'ai pas écouté la question, je suis navrée. En fait, l'intérêt, c'est que tu peux la lire. Quels sont ces outils qui permettent d'essaimer à la fois sur Facebook et LinkedIn? On peut en citer quelques-uns. On a… LinkedIn, je ne suis pas sûre. Hootsuite? Oui. Hootsuite. Hootsuite, H-O-O-T-S-U-I-T-E, par exemple. Hootsuite est le plus connu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? TweetDeck? Non, je ne sais pas. TweetDeck également. Zapier. Zapier, donc ce sont des outils aussi d'automatisation de tâches à effectuer entre différents outils. Donc Zapier, qui est un commentaire de l'assistant, c'est un bon outil. IFTT aussi, qui est similaire à Zapier. Donc n'hésitez pas à consulter. Donc ce sont des outils d'automatisation de posts sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les regarder sur Google. On vous en a cité ceux qui nous viennent en tête. Alors décidément, HUP est à l'avant-garde puisque nous utilisons aussi un outil pour populer sur les réseaux sociaux. Et cet outil s'appelle Buffer. Voilà. Et l'intérêt de Buffer, en tout cas de ce que j'en comprends, c'est qu'on peut travailler en équipe à une stratégie de post sur les réseaux sociaux, partager à plusieurs personnes avant de se décider. Donc, c'est intéressant, mais j'en ai pas encore vu beaucoup, donc je ne prétendrai pas être une experte. Voilà. On va… Oui. Une question. Question dans l'assistance. Donc, si on se fait référencer par des sites professionnels dans le domaine en question, ça peut être TripAdvisor, ça peut être Booking pour les hôtels par exemple. Est-ce que c'est aussi efficace, voire plus efficace qu'un site web? Je pense que ça peut être efficace en fonction du domaine et de la portée du site en question. Notamment TripAdvisor est quand même comment on dit, on ne peut pas ne pas y aller quand on consulte des références sur des restaurants. De la même manière, sur Booking.com ou sur Airbnb, on sait que ce sont des sites sur lesquels les gens vont quand ils recherchent des hôtels. Je pense que les deux peuvent vivre l'un avec l'autre. Donc, votre propre site et une référence dans l'outil majeur de votre domaine, type Booking, TripAdvisor. Une autre question? Quelle stratégie marketing online conseillez-vous à quelqu'un qui a une audience de quartier, type boutique? Ça ne veut rien dire de s'adresser à la planète entière. Oui. Et on a plus besoin d'un environnement local, d'un écosystème local. C'est un très bon point. Donc, la question porte sur l'environnement local. En fait, si on est une entreprise dont l'audience est plus locale, voilà, quelles sont les possibilités et on ne va pas s'adresser à l'ensemble de la Terre. Quelle est la stratégie à adopter? De toute façon, quand on crée un site ou une page Facebook ou une page business, potentiellement n'importe qui dans le monde pourrait la consulter. Après, en fait, c'est justement là où on va essayer, de la rendre visible localement. Et l'avantage, c'est qu'il y a des outils, notamment quand on est dans une partie publicitaire, qui permettent de géolocaliser les annonces. Donc, ça fait un très bon point d'ailleurs sur les éléments dont on voulait vous parler. Par exemple,
sur Facebook, votre page est potentiellement consultable par n'importe quel internaute dans le monde. Simplement, si vous souhaitez rendre votre activité plus visible, vous pouvez faire ce qu'on appelle du boost de post ou sponsoriser un post. Donc, actuellement, quand vous postez quelque chose sur Facebook, ça se rend visible à une partie de vos fans. Donc, une audience, disons, restreinte, en tout cas locale. Et lorsque vous sponsorisez ce post, vous avez la possibilité de déterminer la zone géographique pour laquelle vous voulez que ce contenu soit proposé. Donc, vous allez proposer votre contenu de façon sponsorisée à des gens qui ne sont pas fans de votre page, mais dans une limite géographique. Donc, en déterminant, par exemple, uniquement les personnes situées en Rhône-Alpes vont pouvoir voir ce post. Donc là, vous avez par exemple tous les ciblages disponibles sur Facebook. C'est des intérêts, c'est des choses démographiques et tout ça, on peut vraiment trouver une audience qui est intéressée par ce que vous avez en offre, qui se trouve dans un rayon de 10 km autour de votre entreprise, par exemple. Et sur Google aussi, sur le moteur de recherche, donc on saute un petit peu sur la presse, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, sur Google, par exemple, est-ce qu'on peut juste aller juste sur la partie, cette page-là. Donc, sur le résultat de Google, vous avez deux parties. Donc, ça, c'est en bas, c'est tout ce qu'on appelle le trafic naturel. Et en haut, vous avez toujours des annonces. Et ça, c'est la partie payant. Et la partie payant, en haut, là, vous pouvez vraiment cibler des mots-clés de recherche et un rayon géographique. Donc, si quelqu'un cherche je ne sais pas, un salon de thé, vous pouvez cibler tous les gens qui cherchent ça dans un rayon de 100 km autour de votre entreprise. Du coup, pour terminer rapidement, vous avez votre présence sur votre site, votre page business et votre page Facebook. Les éléments après payants que vous pouvez utiliser relativement rapidement qui vont vous permettre de vous rendre visible auprès d'une audience plus large, ça va être de sponsoriser votre post Facebook auprès d'une audience plus large que vos fans, mais du coup, vous pouvez effectivement ajouter une zone géographique dans laquelle vous allez diffuser. Et sur Google, l'idée, c'est de créer un compte publicitaire sur Google et commencer à diffuser des annonces sur une sélection de mots-clés. Donc, vous allez vous-même réfléchir aux mots-clés que seraient susceptibles de taper les internautes qui vous recherchent dans une zone géographique particulière. Donc, si votre activité n'a lieu qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez déterminer, et que vous êtes vendeur de chaussettes, vous pouvez déterminer que vous allez apparaître uniquement quand les gens tapent chaussettes, magasin de chaussettes Lyon, par exemple, et qui sont situés dans la région Rhône-Alpes. Donc ça, ce sont des outils payants. On paye au coût par clic. Voilà, exactement. On ne le sait pas à l'avance, c'est un système à l'enchère en fonction de la concurrence qui existe sur l'audience que vous allez cibler ou sur les mots-clés que vous allez taper. Pour vous donner des ordres de grandeur, que vous sachiez à peu près à quoi vous attendre, ça peut être très variable, notamment sur Google en fonction du domaine et de la concurrence. On peut avoir des coûts par clic de 10 centimes, comme on peut avoir des coûts par clic de 1 euro, 2 euros. Pour l'assurance, pour vous faire un exemple, disons, extrême, pour l'assurance, il y a beaucoup d'assureurs qui cherchent désespérément à générer des souscriptions d'assurance en ligne. On peut aller dans des coûts par clic de 15 euros. Donc, l'assureur est prêt à payer uniquement une personne qui clique sur le site et qui clique sur l'annonce et qui vient sur le site à 15 euros. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot-clé le plus cher l'année dernière, c'était serrurier. Oui. Je crois, entre minuit et 5 heures du matin, 4 heures du matin, à Paris 16, je crois, au secteur Paris 16, je crois que c'était autour de 80 euros, je crois. Ouais, tout à fait. On a une bonne anecdote de l'assistance. Effectivement, l'année dernière, le mot-clé le plus cher sur Google, donc à l'achat pour les annonces, était serrurier à Paris, dans un quartier spécifique de Paris, en pleine nuit, parce qu'effectivement, les gens qui tapent serrurier en pleine nuit à Paris, généralement, ils vont convertir assez rapidement, puisque, a priori, ils ont besoin de rentrer chez eux. Entre minuit et 5 heures du matin. Et donc, c'était 80 euros, effectivement, ou par là. Voilà, ça fait très cher les serrures, effectivement. Pardon? En fait, c'est là où le Pardon, la question était, est-ce que c'est en fonction de l'horaire aussi? Oui.
Donc, c'était là où les serruriers ont décidé qu'à cet horaire-là, les gens qui cliquent sont plus susceptibles à acheter. Donc, ils se mettent plus de l'argent. Oui, donc effectivement, vous pouvez décider qu'à un certain horaire, vous êtes prêt à payer plus. Donc, si tout le monde dit on est prêt à payer plus, ça va coûter plus cher. Si je peux me permettre d'intervenir encore, moi j'ai eu le cas d'une serrurier qui se déplace la nuit. Il part du principe que la nuit, il se déplace beaucoup plus vite, ça nécessite d'être réveillé. Oui. Donc c'est un surcoût pour eux, une facture au client. Effectivement. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt par rapport à ça plutôt que de faire le business sur une manière. Et après, c'est un secteur rentable. Attendez, juste pour les webinotes, parce que là, ils ne vous entendent pas du tout. On avait quelques reformule au passage. Quelques commentaires sur les serruriers. Effectivement, la nuit, les serruriers facturent différemment. Ils doivent être réveillés, ils doivent être plus réactifs. Mais c'est un secteur rentable, c'est vrai. Ta réaction, Lucas? Vas-y. Juste pour qu'on reformule, pour que les gens entendent. En fait. Je crois que c'était rentable quand même pour les serruriers. C'est rentable, ouais, serrurier. En fait, c'est toujours le système de l'offre et la demande. Il y a certains mots-clés qui n'ont aucune valeur, qui ne sont même pas référencés dans Google, par exemple. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner un cas général, parce que c'est toujours plus sur mesure. Exactement, tout à fait. En plus, juste un petit commentaire, si votre entreprise est effectivement une association ou une fondation enregistrée, il y a un programme de Google qui vous permet de faire des annonces gratuitement. Malheureusement, c'est juste pour les associations à but non lucratif. Mais si vous tombez dedans, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous... Donc, si votre entreprise est enregistrée comme une association, par exemple, du loi 1901, Google vous offre des annonces gratuitement. Donc là où les autres ont besoin de payer par clic, Google vous donne les clics gratuitement. Donc, on peut amener jusqu'à, je pense, 2000 visiteurs par mois à votre site gratuitement si vous tombez dans cette... On est obligé d'interrompre sur cette séquence. Je suis désolée, le temps défile. Je pense notamment aux webinotes. Juste, il y avait une réaction, c'est juste pour les webinotes, quand il y a des conversations parallèles qui n'arrivent pas à suivre, c'est pas forcément très agréable. Donc, juste, je reformule pour eux. Réaction dans la salle sur ce concept de mots-clés. C'est effectivement, comme tu disais, Lucas, de l'offre et de la demande. Ça fluctue en fonction de la zone géographique et du mot-clé en question et de la saisonnalité. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a un système un peu de bourse sur l'achat de mots-clés. Et puis, remarque de Lorena, ce que tu disais sur si on a un statut non lucratif, il existe ce programme Google pour les associations qui peut être très intéressant. Pardon. Et je vous propose du coup qu'on conclue et je mets la dernière slide de votre présentation. Ça marche. On est disponible pour les personnes qui sont dans la salle. On sera disponible encore un petit peu après pour les questions. Pour les webinotes, je pense que Anta ou Pauline pourront se faire le relais et puis on s'assurera de répondre à l'ensemble des questions. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.